Le petit déjeuner politique. C'est le petit déjeuner politique d'Olivier Dussopt, qui est secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics. Bonjour Olivier Dussopt. Laurent Pietraszewski nommé cette nuit à la place de Jean-Paul Delevoye. C'est lui vraiment qui va être chargé des négociations sur les retraites ? C'est lui avec le Premier ministre, comme depuis le début de ce dossier, avec l'ensemble du gouvernement. Laurent Pietraszewski est un spécialiste des questions sociales. Il a une expérience professionnelle d'abord. Il s'est extrêmement impliqué à l'Assemblée nationale sur les dossiers relatifs au droit social. Il connaît bien le dossier pour l'avoir préparé au sein du groupe majoritaire et je pense que c'est un très bon choix. Oui. Je suis très heureux qu'il nous rejoigne. Bon, votre nom a circulé, vous avez décliné ? C'était un dossier complexe, non ? À chaque, d'abord les dossiers complexes, j'en ai un peu l'habitude, je crois, notamment sur la fonction publique. Mais à chaque remaniement, les noms circulent. En général, ceux qui font circuler les noms sont ceux qui en savent le moins. Non, mais c'est parce que vous êtes quand même un ministre technique qui connaissait parfaitement les dossiers. Donc, il faut être très technique, c'est pour ça que votre nom a circulé. Si c'est comme un compliment, je le prends bien volontiers. Oui, bien sûr. Oui. Bon, est-ce qu'il ne faut pas reprendre tout à la base quand même ? Parce que les Français n'y comprennent plus rien, ils ne sont pas les seuls. La porte-parole du gouvernement elle-même s'est emmêlée les pinceaux sur la décote pour les départs en retraite à 62 ans. Non, il n'y a rien à reprendre. Le travail qui a été fait est un travail extrêmement important, avec 18 mois de concertation, avec la volonté d'entendre toutes les professions et tous les corps pour la fonction publique. Il y a un objectif qui est extrêmement simple, c'est un objectif d'égalité et de responsabilité. L'égalité, c'est faire en sorte que nous sortions d'un système totalement absurde et injuste, avec 42 régimes, avec des droits qui sont extrêmement différents d'un régime à l'autre, avec un système aujourd'hui qui est incapable de résorber, de corriger les inégalités. L'exemple le plus criant est celui des femmes. Lorsqu'on est en activité, l'écart de revenus entre les hommes et les femmes est d'un peu moins de 20%. Tout le monde trouve ça, et heureusement, inacceptable. Tout le monde essaye de le corriger. Et lorsqu'on part à la retraite, l'écart entre les pensions de retraite, c'est 42%. Ça veut dire que notre système, non seulement ne corrige pas les inégalités salariales femmes-hommes, mais il les multiplie par plus de 2. Et donc, il faut un système universel, et puis il faut aussi un système qui soit solide, qui soit équilibré, qui soit pérenne, pour qu'on n'ait pas à revenir tous les 5 ans, 6 ans, 7 ans, sur une réforme des retraites, comme c'est le cas depuis 20 ans. Oui, alors qu'est-ce qui est négociable quand même cet après-midi, puisqu'il y a la reprise des négociations avec Édouard Philippe et puis l'ensemble des partenaires sociaux ? Je ne dis pas reprise pour une raison très simple, c'est que ça ne s'est jamais arrêté. Bon, d'accord. Ça ne s'est jamais arrêté et les discussions ont toujours continué. Bon, d'accord. Mais vous êtes l'un des seuls au gouvernement à le dire, parce qu'il y en a beaucoup qui le disent. On va reprendre des négociations. Le Premier ministre recevait il y a encore 10 jours les organisations syndicales. Les contacts sont extrêmement denses. Oui, bon, alors qu'est-ce qui est négociable ? Ce qui est négociable, ce sont l'ensemble des points abordés par le Premier ministre et présentés comme tels. Comment est-ce qu'on prend mieux en compte la pénibilité ? Comment est-ce qu'on étend la prise en compte de la pénibilité dans la fonction publique ? Comment est-ce qu'on fait pour garantir une gouvernance du système, une gestion de ce nouveau système de retraite par les organisations syndicales et les organisations patronales ? Pour une raison très simple, c'est que ce futur système de retraite va être financé pour 75% par des cotisations sociales. C'est normal que les partenaires sociaux soient en gestion. Par ailleurs, ils nous ont démontré qu'ils savaient le faire. C'est faire en sorte... Les cotisations sociales, au passage, d'ailleurs, c'était pas une bonne idée de les augmenter, comme l'a dit Laurent Berger. Il a dit, bon, il y a cette option. Lorsqu'on veut équilibrer le système de retraite, le Conseil d'orientation l'a dit, tout le monde le sait, il n'y a pas 36 moyens. On peut toucher au niveau des pensions, personne ne le veut. On peut toucher la durée de cotisation, c'est ce qui a été fait en 2014. On peut penser à un âge d'équilibre. On peut aussi penser au niveau de cotisation. Le gouvernement auquel j'appartiens, le gouvernement d'Édouard Philippe, n'est pas le gouvernement de la hausse d'impôts, c'est le gouvernement de la baisse d'impôts et de la baisse des cotisations. Nous baissons l'impôt sur le revenu, nous supprimons même la taxe d'habitation, nous baissons l'impôt sur les sociétés et nous faisons diminuer le poids des prélèvements obligatoires dans la richesse produite. Oui, mais c'est peut-être pas le bon chemin. Je suis désolé de vous le dire, Olivier Dussopt, mais peut-être que si on augmentait. Mais non, mais peut-être mais non, mais bien sûr. C'est pas le bon chemin de baisser les impôts. Oui, non, mais je vais vous dire pourquoi, Olivier Dussopt. Non, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que qu'est-ce qui va se passer en fait pour l'ensemble des générations ? Elles vont être obligées d'aller vers des assurances privées pour pouvoir avoir davantage de cotisation et davantage de retraite. Mais vous le savez, Olivier Dussopt. Mais dites-le. Vous me pardonnez, vous mélangez des choux et des carottes. Ah non, pas du tout. Pas du tout, non. Laissez-moi répondre. Oui. J'allais dire quelque chose de pas très sympathique. Non, allez-y, pas très sympathique, je suis prêt à tout entendre, Olivier Dussopt. Tous les rapports le démontrent, y compris les rapports indépendants. Avec la part de richesse nationale que nous consacrons aux retraites, nous pouvons financer les nouveaux retraités, nous pouvons financer les nouveaux droits, et nous pouvons financer l'indexation des retraites sur les salaires, sans qu'il y ait besoin d'avoir plus qu'aujourd'hui recours à des assurances ou à des complémentaires privés qui existent déjà aujourd'hui. Il n'y aura pas de besoin supplémentaire. Ah bon, pour les 30 ans qui viennent aussi. Pourquoi ça, vous pouvez me le confirmer, me lever la main droite et me dites, je le jure. Non seulement je vous le confirme, nous construisons un système qui a cette vocation-là. Pas plus qu'aujourd'hui. Et d'ailleurs, vous parlez des complémentaires, c'est justement avec les complémentaires qu'on a la démonstration
que les syndicats et les organisations patronales savent le gérer, puisqu'ils gèrent Agirc Arrco et ils le font bien. Oui, ils font bien, sauf il y a 3-4 ans, ça a failli capoter. Et ils ont été capables de prendre les mesures d'équilibre, c'est bien la démonstration qu'ils sont responsables. Par contre, dire que la solution serait dans la hausse des cotisations, tactiquement, matériellement, c'est juste, parce que ça peut être une des solutions, ce n'est pas celle que le gouvernement privilégie. Si les organisations syndicales et les organisations patronales ont ce débat, se mettent d'accord pour cela, ça peut être versé dans le débat, on peut y réfléchir. Mais aujourd'hui, je ne suis pas certain, je suis même certain de l'inverse, que les représentants des employeurs, notamment le MEDEF, soient favorables à une augmentation des cotisations. Nous avons dit... Mais il n'y a pas que le MEDEF dans la vie aussi. Il n'y a pas que le MEDEF, mais il y a aussi les partenaires sociaux, et ça n'est pas que les organisations syndicales. Nous disons depuis le début sur cette question de l'équilibre, que ce qui nous importe, et c'est partagé par les organisations syndicales et patronales qui souhaitent un régime universel. Ce qui nous importe, c'est de construire un système universel et un système qui soit équilibré. Là où il y a un débat, c'est comment est-ce qu'on équilibre. Ça fait partie des discussions. Oui, et c'est ça. Et l'âge d'équilibre, alors... C'est une modalité d'équilibre. C'est une modalité, oui. C'est un point négociable ou pas? C'est celle que nous proposons. Depuis le début, Édouard Philippe a dit que si les organisations syndicales et patronales, les partenaires sociaux, proposaient une autre méthode, une autre trajectoire qui garantisse l'équilibre, il est ouvert à la discussion. Nous l'avons mis sur la table, parce que si nous ne l'avions pas mis sur la table, alors nous n'aurions pas proposé un système équilibré, et nous n'avons pas voulu prendre cette responsabilité, cette irresponsabilité de proposer quelque chose de déséquilibré. Olivier Dussopt, pour vous qui venez justement des rangs de la gauche auparavant, justement l'âge d'équilibre, c'est pas forcément bien vu. Marisol Touraine par exemple critique, parce que c'est vrai que quand on a commencé à travailler à 20 ans et qu'on va continuer effectivement dans la vie, même si on aura toutes ces annuités, on ne pourra pas partir avant 64 ans, sauf des codes, quoi. Vous savez, aujourd'hui, l'âge moyen de départ à la retraite est déjà à 63 ans. Et le dernier gouvernement de François Hollande, a voté une réforme qui consiste à allonger la durée de cotisation. C'est la réforme de 2014 qui prévoit que la durée de cotisation passe de 42 à 43 ans entre 2020 et 2030. C'est une réforme que nous avons votée en 2014 avec une application un peu plus de 10 ans après. Donc vous dites à vos anciens amis de gauche, vous-même vous l'avez fait, quoi. Anciens ou actuels, parce que j'en ai gardé beaucoup. Mais cet allongement de la durée de cotisation a été voté en 2014 et mécaniquement il va se traduire par un report de l'âge effectif. Parce que nous savons tous que l'on rentre plus tard dans la vie professionnelle. Et si demain, dans 5 ans, dans 6 ans, il faut 43 annuités, évidemment, lorsqu'on commence à travailler à 22, 23 ans, il y a à peu près 25 ans, 26 ans, 27 ans, donc, avec des périodes en plus, des parenthèses dans la vie. Il y a beaucoup d'hypocrisie à cela. D'ailleurs, les parenthèses que vous évoquez, avec le système que nous proposons, nous allons les sécuriser, nous allons permettre les allers-retours et mieux lutter contre la précarité. Et il y a, je le disais, une forme d'hypocrisie, mais il y a une inquiétude ou une interrogation portée par des organisations syndicales comme la CFDT, qui est de dire, quoi qu'on fasse, quoi qu'on veuille finalement, on va travailler un peu plus longtemps et un peu plus tard, comment est-ce qu'on fait pour tenir compte de la pénibilité, et comment est-ce qu'on fait pour aménager la fin de carrière? La pénibilité, justement, dans la fonction publique, c'est là où il y a des concessions, des marges de négociation possibles, quoi. Bien sûr, puisqu'aujourd'hui, le compte de pénibilité, enfin, la prise en compte de la pénibilité dans le secteur privé est prévue. Ce n'est pas le cas dans le secteur public. Nous avons d'autres dispositifs, et il y a des choses à faire qui sont extrêmement pratiques. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de travailler le même nombre d'heures dans le privé que dans le public pour être qualifié de travailleur de nuit. Il faut harmoniser, il faut prendre en compte cette pénibilité. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, Olivier Dussopt, que la base est plus radicale que les leaders syndicaux et qu'il y a une détermination très forte sur le terrain, même si hier il y avait 650 000 manifestants, 1,8 million selon la CGT. Et deux fois moins et demi de grévistes dans la fonction publique que le 5 décembre. Ah oui, il y a un essoufflement dans la fonction publique? Je ne sais pas si on parle d'essoufflement, mais le 5 décembre, pardonnez-moi, il y avait 26% d'agents publics en grève. Hier, c'était un tout petit peu plus de 10%, donc 2,5 fois moins, et c'est un constat statistique que nous avons fait. La question de la base et la différence entre la base des organisations syndicales et leurs représentants, ce n'est pas au gouvernement de l'aborder. Ce n'est pas notre sujet, ce n'est pas à nous de le juger. Nous avons des interlocuteurs avec les organisations syndicales, c'est utile parce que ça permet le dialogue. C'est utile aussi parce que ça permet d'organiser les manifestations, ce qui est important. Oui, vous travaillez aussi avec donc l'ensemble des fonctionnaires. Ils vont avoir un simulateur bientôt aussi ou pas? Nous sommes en train de travailler sur les simulations par rapport à ce qu'a proposé le Premier ministre. Ces simulateurs devront intégrer le fruit du dialogue et des discussions. Mais évidemment, comme c'est le cas dans le régime général aujourd'hui et dans les autres régimes d'ailleurs, nous souhaitons que les assurés sociaux, celles et ceux qui contribuent à ce régime... À partir de quand ils vont avoir le simulateur? Je fais attention à la date parce que ça serait... un peu périlleux. Il faut prendre en compte en plus tous les critères. Et d'ailleurs, je le précise, mais aujourd'hui, dans le système actuel, il existe des simulateurs,
mais ces simulateurs ont toujours une marge d'erreur, parce que si vous allez sur le simulateur à 40 ans, le simulateur peut être intelligent, il n'est pas capable de prévoir les 20 ou 25 ans de carrière qu'il vous reste à faire. Oui, des trains à Noël, vous croyez quand même à une trêve possible, une signature cet après-midi avec la CFDT ? Je l'espère. J'ai vu que Laurent Berger avait annoncé hier qu'il souhaitait et qu'il demandait pour la CFDT une trêve pendant les fêtes. Je pense que ça serait responsable, et je pense que les points de discussion, les ouvertures et les avancées, les modifications, par exemple l'année de naissance de début d'application de la réforme, toutes ces avancées faites par le Premier ministre justifient que ce mouvement s'arrête ou au moins soit suspendu. Oui. Le mot de la fin, Olivier Dussopt, avec Cécile de Ménibus. Gérald Darmanin a démissionné du comité d'administration de Sciences Po Lille. Certains diront que c'est l'effet Delevoye. Est-ce que c'est cette transparence à tout prix, c'est pas un pied dans la dictature ? Je ne crois pas, et aujourd'hui nous avons des outils de transparence qui sont certes nouveaux, renforcés. Ils permettent aux Françaises et aux Français de savoir quels sont les autres engagements que tel ou tel responsable politique, pas que les ministres, les parlementaires, les maires, les présidents de département. C'est utile. Je pense que là où la ligne a été tracée aujourd'hui, ça permet à la fois d'assurer cette transparence tout en préservant la vie privée. Non, mais ça veut dire que là, tous les ministres et tous effectivement les représentants vont devoir faire le ménage dans leur mandat. Je ne pense pas qu'il y ait de ménage à faire, et nous avons les uns et les autres un certain nombre d'engagements. Pour ma part, je suis conseiller municipal de ma ville d'Annonay, de l'agglomération d'Annonay. Je suis membre du bureau de l'Association des petites villes de France que j'ai longtemps présidé. Tout ça est déclaré, tout ça est transparent, tout ça est bénévole par ailleurs. Et tout ça, sous le regard de la haute autorité, la haute autorité qui n'a pas fait complètement son boulot, Olivier Dussopt. Elle n'avait pas fait son boulot dans le cadre de Jean-Paul Delevoye. Ou alors. C'était ni à moi ni à vous de juger du travail de la haute autorité. Mais attendez. Non, mais il y a une réalité. Je crois qu'elle se réunit cet après-midi pour statuer sur ces faits. Et la haute autorité, depuis sa création, a permis cette transparence tout en respectant la vie privée. Et c'est là l'essentiel. Merci Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes Publics, qui était l'invité ce matin de Sud Radio. Et dans quelques instants, on retourne à l'entrepôt de Nanterre, le métro. Avec Vincent Ferniaud. Oui, parce qu'il n'y a pas que les grèves dans la vie. Non, il faut penser aussi un au fait peu quand la même magie de Noël. La magie de Noël, Olivier Dussopt. Exactement. Voilà, on en profite tous. Et c'est ça. Et bonne fête. Restez avec nous, 7h58, c'est le Grand Matin Sud Radio. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio.